Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Bienvenue dans l'Odyssée de nos vies, un podcast de Benjamin Lubzinski. J'ai 45 minutes, montre en main, pour comprendre les combats d'une existence que je découvre en même temps que vous. Chaque vie est une odyssée, car si on écoute quelqu'un bien, vraiment bien, on découvre toujours un héros. Pour faire briller cette émission, vous pouvez lui accrocher de belles étoiles sur les applications de podcast. Mais les likes, les partages et les commentaires, c'est aussi pas mal. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bonsoir Angèle. Bonsoir à tous. Donc Angèle, je vais vous laisser un petit peu vous présenter. Tout d'abord, votre livre L'endométriose dans mon intimité est sorti quand ? Il est sorti il y a une semaine. Tout frais, sorti des presses, c'est ça ? Super, Oui. Félicitations. Merci beaucoup, c'est mon premier livre. Félicitations. Est-ce que vous avez quel âge ? 24 ans. Ouais, ça va, je vais pas dire que vous commenciez tard. Est-ce que ça vous a fait du bien d'écrire ce livre ? Oui, c'était vraiment pour le coup, c'était un peu comme un journal intime, un peu comme pour parler à des amis, à des copines, à ceux aussi qui accompagnent leurs copines, leurs femmes, leurs amis dans l'endométriose. Et ça m'a fait du bien, oui, dans le sens où j'ai vraiment écrit tout ce que je ressentais, que ce soit psychologiquement et physiquement, pour aider un maximum de femmes et de personnes qui accompagnent les personnes atteintes d'endométriose. Ça vous a un peu détendu, baissé votre stress ? Est-ce que ça vous a redonné un petit coup de confiance en vous ? Est-ce que ça vous a permis aussi d'assumer votre maladie ? Parce que même si ça touche 10% des femmes, il faut quand même le rappeler, une femme sur 10, comme c'est une douleur qui est associée avec son intimité, malgré tout, c'est pas encore pour toutes les femmes une douleur dont il est facile de parler. Il y a, on va dire, il y a 30 ans, on avait encore peur de parler de ces douleurs de règles, sachant qu'à l'époque, déjà, certainement, une grande partie de ces douleurs étaient liées à l'endométriose. Quand il y a des règles douloureuses, il faut savoir que 40% des femmes qui ont des règles douloureuses ont en fait de l'endométriose. Donc, vous voyez, il y a un lien entre les deux. Est-ce que ça vous a permis de l'assumer ? Oui et non. En fait, j'ai eu un compte Instagram sur lequel je parle de mon endométriose depuis quand même quelques temps. J'en parle aussi sur les réseaux. Maintenant, j'adore écrire depuis toujours, donc je pense que c'était libérateur dans tous les cas d'écrire ce livre, mais surtout de me dire que j'allais aider des femmes. C'est surtout ça aussi, en fait, finalement. Ouais. Parce que en fait, le fait de parler vraiment de l'intimité, pour le coup, ce que j'ai vraiment évoqué toutes les phases de l'endométriose. Vraiment, là, c'était en long, en large, en travers. Je pense que c'est ça qui se différencie aussi de pas mal de livres ou de choses où il y a parfois quelques retenues. Là, pour le coup, il y a quasi pas de retenue. Vraiment pas. On parlait même de dyspareunie, c'est-à-dire de la difficulté lors des rapports sexuels. Vous parlez, pardon pour tout ce que je vais dire, mais vous parlez de diarrhée, vous parlez de crise, vous parlez même de votre hémétophobie, qui est donc la peur de vomir, de votre hypersensibilité. Vous parlez de l'aide que vous a apporté votre compagnon. Enfin, vraiment, vous partagez beaucoup. Et puis, je pense que c'est important pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a encore énormément de femmes qui n'ont pas un diagnostic de l'endométriose. Il y a des femmes qui ont de l'endométriose, mais qui ne les fait pas souffrir et qui ne créent pas des problèmes de fertilité, ça existe. Donc ça, évidemment, ce n'est pas un souci dans ce cas-là. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ont des problèmes de règles douloureuses et qui finalement ne vont avoir un diagnostic que lorsque elles vont faire un traitement pour la fertilité. Parce que C'est ça. malheureusement, l'endométriose, on va peut-être d'ailleurs, ce serait l'occasion que vous nous parliez un petit peu de la définition de l'endométriose. On en parle de plus en plus. Ça crée des douleurs, ça crée parfois des problèmes pour concevoir un enfant, mais c'est quoi exactement l'endométriose ? Oh, alors, j'ai pas envie de dire des choses qu'il faut pas ou qu'il faut pas dire, parce que pour le coup, je suis pas médecin. Non, Mais mais vous savez à peu près ce que c'est, j'imagine. Sinon, oui, je me substituerais, je ne suis pas médecin non plus, mais j'ai pour parler simplement, c'est des petites cellules du coup d'endométriose qui se situent partout
dans le corps, qui peuvent se situer partout dans le corps, Mmh. dans les ovaires, dans la partie digestive. Quand c'est au niveau des ovaires, ça s'appelle endométriome. Moi, pour le OK. coup, c'est ce que j'ai à D'accord. l'ovaire gauche, du coup. Mmh. Généralement, quand les parties digestives sont touchées, on parle d'endométriose profonde. Mmh. C'est l'endométriose qui est, entre guillemets, «la plus forte et la plus invasive». Ça D'accord. peut même aller dans l'épaule. Il y en a qui ressentent aussi énormément de douleurs dans les jambes. Voilà, c'est des petites, cellules d'endométriose qui se placent un petit peu partout et qui peuvent être invasives. On peut se faire opérer aussi. Mmh. Ça peut Ouais, ça soulager et peut ça et peut revenir. ça peut revenir, mais ça soulage Ouais. moins pendant Mmh. pendant un certain temps. Ça peut peut-être aider aussi à concevoir pour les femmes qui ont du mal à concevoir. En fait, c'est Oui. la muqueuse de l'utérus qui, pour une raison qu'on ignore encore, se répand un peu partout dans le corps. Alors d'abord à Oui. proximité, mais ça peut, comme dans votre cas, bah, atteindre, le système digestif. Ça crée, disons, le plus souvent des douleurs pelviennes, des règles très douloureuses et parfois des difficultés à concevoir, mais ça peut migrer et ça peut Mmh. créer beaucoup d'autres symptômes. Vous, par exemple, de quelle manière ça se manifeste chez vous? Alors, je préviens, c'est évidemment, il y a rien de glamour dans l'endométriose, mais au moins vous en parlez, très, très directement et bon Dieu, ce que ça fait du bien parce que, hem, comment dire? Pardon pour ce que je vais dire, mais les histoires de pipi, de caca, de vomi, de selles douloureuses, d'hémorroïdes, toutes les choses que tout le monde peut avoir et dont personne ne parle. La sexualité aussi d'ailleurs, on peut encore le mettre un peu Mmh. dans cet ensemble-là. Mmh. Ça fait du bien quand on en parle parce que ça dédramatise et que ça nous rappelle juste qu'on est, bah, des machines de chair et que ça peut dysfonctionner et qu'on n'a surtout pas à le cacher. Donc, C'est quels ça. sont les symptômes que vous avez? Alors moi, mes symptômes, ils sont surtout digestifs. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est posé pas mal de questions parce que finalement, je devrais avec des gros guillemets parce qu'il y a pas vraiment de Ouais. règles, mais étant donné que j'ai un endométriome à l'ovaire, mes douleurs pourraient se situer à l'ovaire, mais j'ai des douleurs digestives. Ça se qualifie par, des crises qui arrivent comme des coliques un petit peu, Mmh. et donc ça va être, très, très mal à l'estomac, aux intestins et puis là, du coup, bah, à la diarrhée quoi, qu'on se le dise Ouais. et puis D'accord. après ça finit par, se soulager quand même. C'est une crise qui dure quelques minutes, je prends un médicament et puis ça finit par se calmer et ça recommence, ça recommence, ça Ouais, recommence. qui est quand même un médicament, très, très fort, qui est un mélange de vous m'en avez parlé tout à l'heure, hein, de si je dis Mmh. pas de bêtises, c'est, du paracétamol et un dérivé d'opium. C'est ça. Donc vraiment, bon, il y a plus costaud que ça, mais c'est déjà un Oui, oui, bon oui, oui, c'est antidouleur déjà pas mal, ouais. et est-ce que vous prenez la pilule en continu pour, Oui. Ouais, ouais? ouais, je la prends en continu, du coup, j'ai plus mes règles depuis. Enfin, je peux les «provoquer» entre guillemets, quand je le souhaite, mais en tout cas, je les provoque pas. Pourquoi voudriez-vous les avoir? Oui, oui, c'est sûr. Bah oui, Là, des fois, non, c'est donc on peut ressentir le besoin parfois, si on a le ouais, ventre un peu mais trop si ça vous gonflé et fait mal. cetera, mais oui, oui, voilà, c'est pour ça, Bah, oui, non, non, clairement. mais c'est parce que bon, pratiquement toutes les femmes le savent, peut-être pas les toutes jeunes filles, mais quand on prend la pilule, évidemment, il y a, quelques jours où on prend un placebo pour avoir un semblant de règles. Bah, ça n'a aucun intérêt si ce n'est d'avoir l'impression d'être encore réglé Ça. et quand on enlève ça, bah, ça évite d'avoir les règles et comme, vous voyez, le tissu vient donc, de l'utérus, bah, il saigne et il s'enflamme, à chaque fois qu'il y a les règles. Et donc c'est souvent les moments où on a le plus mal quand on a de l'endométriose et c'est pour ça que, bah, enlever les règles tout simplement, comme pour les sportifs par exemple, ça peut être une très bonne décision. Vous parlez alors, c'est intéressant, vous parlez dans votre livre à la fois des méthodes naturelles que vous avez essayées, Mmh. et en même temps du fait que, bah, voilà, en gros, je ne sais pas exactement ce que vous dites, mais que quand on a de telles douleurs et qu'on a des médicaments efficaces, même si on n'aime pas ça, bon, bah, faut les prendre quoi, hein, il y a pas le choix. Ouais, c'est ça. Quand on a mal, quand on a mal, c'est très, très, très mal. Il y a des gens qui sont très, très têtus et qui sont tellement anti-médicaments qu'ils Oui, préfèrent oui. très, 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 Mmh. très, très, très mal plutôt que de enfin, il y a aussi un côté, sois belle et tais-toi, hein. C'est-à-dire qu'il y a encore cette tradition, de se dire, «Les règles, c'est douloureux, donc c'est normal, donc serre-les dents ma fille» C'est ça. et ouais, c'est là qu'on voit, il y a un truc quand même qui est doublement intéressant, c'est que pour
s'intéresser à une maladie, s'intéresser à un problème, il faut lui donner un nom. Donc il y a 15 ans, presque personne connaissait le nom d'endométriose. Maintenant, grâce à des influenceuses comme vous et d'autres, c'est quelque chose qui commence à être bien connu, mais aussi auprès des médecins, parce que les médecins le diagnostiquaient pas forcément suffisamment. Donc, Mmh. ils voient les vidéos et leurs patientes, réclament aussi, évoquent simplement la possibilité que ce soit une endométriose. Et puis, il faut parfois un changement philosophique, c'est-à-dire que, l'idée de, «Tu souffriras tous les mois et tu enfanteras dans la douleur», qui est une idée hyper biblique, mais qu'on Ouais. trimballe, ça fait que c'était une douleur normale et acceptable. Pas facile à vivre pour autant, puisqu'elle devait être cachée, mais acceptable. Maintenant, avoir mal, c'est pas normal et ça peut se traiter, donc c'est le plus important. Donc les 2 traitements, hein, les plus importants, vous le disiez tout à l'heure, mais je préfère le redire, c'est votre médecin vous le prescrira, votre gynécologue et cetera ou d'autres spécialistes. En général, c'est la pilule prise en continu et s'il le faut, une intervention, chirurgicale. Mmh. Hem, alors, autre question que je me posais, hem, comment avez-vous découvert, votre endométriose? Et puis, avant que vous sachiez ce que c'était, comment, la viviez-vous? Alors en fait, c'était très long parce que étant donné que je suis une personne très angoissée, très stressée, mes douleurs qui ressemblaient quand même à des douleurs de stress, Mmh. elles ont toujours été qualifiées, par tout le monde, de stress quoi, qu'on me disait: «Allez, ça va passer», et cetera. J'ai quand même fait des examens à un moment Mmh. donné. À l'âge de 16 ans, j'ai fait une écho et une IRM qui ont Ouais, rien dévoilé du tout. Donc là, je me suis un peu dit: «Bon, bah, c'est c'est dans sûr, ma c'est tête. du stress, c'est dans ma Mmh. tête». Et puis à un moment donné, où il y avait quand même les autres symptômes qui sont arrivés, hem j'avais mal pendant les rapports et cetera, ou quand même les règles étaient très, très douloureuses en plus. Je me Jusqu'à suis avoir dit: «Il peur faut» des rapports amoureux ou pas? un petit peu, mais quand on est en couple depuis longtemps, on n'a plus peur parce qu'on communique, et je pense que je souhaite à tout le monde d'être avec quelqu'un qui communique parce que sinon ça peut être compliqué. Un bon amant, c'est simplement quelqu'un avec qui on peut parler, hein. Mmh, Je crois que s'il y a c'est ça. un secret à donner, il y a guère que celui-là. Et donc pardon, donc vous aviez les douleurs pendant les rapports amoureux. Et donc là, je me suis posé des questions et j'ai refait une IRM il y a 2 ans, une échographie d'abord, plus une IRM, et l'IRM, elle a montré un endométriome qui d'ailleurs est pour ma part très petit, Mmh. très, très petit, mais il faut savoir une chose, c'est que la taille, de l'endométriose ne reflète pas les douleurs. On peut Ouais. avoir une toute petite endométriose et souffrir le martyre, avoir plein d'endométriose partout, ne rien sentir, ça n'a vraiment pour le coup, aucun rapport. Et ça, c'est Ça se vachement compare pas important comme ça. parce que souvent on culpabilise. Si en gros on n'est pas suffisamment malade, c'est comme si on se donnait pas le droit d'avoir mal. Mmh, Si c'est pas suffisamment visible, il y a la même chose pour les douleurs de dos, hein. On peut avoir des maux de dos, mais infernaux et on voit rien ou quasiment rien. Et puis pour d'autres personnes qui ont le dos tout bousillé, tous les disques tout usés et qui sont comme une sorte de vieux de jeu de dominos dans tous les sens, bah, finalement ils n'ont pas mal au dos. Donc c'est heu, ça. le ressenti individuel de la douleur est d'abord extrêmement difficile à partager Mmh, et puis ça varie beaucoup d'une personne à une autre. ouais. Quand vous avez des crises, d'endométriose, de 1 à 10, vous diriez que vous avez, combien Quand c'est de des grosses douleurs à crises, ce niveau? j'arrive facilement à 8-9. Honnêtement, Mmh. c'est insoutenable. Je respire, ça finit par passer, donc c'est-à-dire que c'est une douleur forte, mais qui dure pas non plus très longtemps. Mais en Mmh. tout cas, c'est très, très fort. Ah ouais, vraiment très, très fort. Bah, il y en a Mmh. qui font des malaises, il y en a qui vomissent, j'en suis pas à ce niveau-là, mais Et vous c'est très douloureux anticipez quand les même. prochaines crises ou maintenant vous avez appris à les accepter? Heu, les accepter, je sais pas. En tout cas, je sais quand ça va arriver quand même. Je sens que mon ventre est un peu plus fébrile et cetera, donc après j'évite de prendre des médicaments à l'avance parce Mmh. que je suis pas contre les médicaments pour le coup, j'ai jamais été, contre les médicaments, mais si je peux éviter aussi d'en prendre trop et de m'abîmer le foie, Mmh. j'évite quand même. Donc Alors avec, voilà. bon ça évidemment, faut en discuter avec le médecin, mais avec simplement une une limite théorique, c'est que, bien souvent quand on prend des antidouleurs avant la douleur, c'est plus efficace qu'après. Donc ça peut avoir un Ah oui, avantage
et c'est valable pour la quasi-totalité des stratégies antidouleurs. Quand elles sont faites régulièrement, c'est souvent plus efficace que quand c'est fait uniquement en période de crise. Mmh. Hem, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a fait du bien pour la douleur? Je pose la question d'une manière tout à fait hypocrite parce que j'ai lu votre livre, donc je connais la réponse. Mais qu'est-ce qui vous a fait du bien? En dehors des médicaments, soyons clairs, sans les Oui, médicaments, votre vie, ah elle oui. serait pas vivable. Mais Bah, alors les le médecines s complémentaires, on va dire. ouais, le bon, médecine douce, honnêtement, je dis pas ça parce que vous êtes Mmh mh. l'hypnotiseur, hein, mais l'hypnose, fait quand même, beaucoup de bien. L'hypnose et la méditation, je le mets un petit peu ensemble, histoire, en Mmh. fait, de déconnecter et cetera. Maintenant, on va pas se mentir, quand on est en pleine crise, c'est quand même très, très dur d'aller partir en méditation et cetera. Mais je pense que c'est Mmh. très bien pour apprendre à respirer, à gérer la douleur et cetera. Après honnêtement, le CBD, ça m'a quand même pas mal aidé en cure. Heu, Alors, avec prudence et parce qu'on oui, est oui. on est au début et que c'est pas toujours vendu dans le cadre d'une pharmacie. Ah oui. Ah oui, quand même. Ah oui, hein, il faut vous êtes en live, donc il y a pas de souci et puis c'est autorisé par la loi. Oui, voilà. Mais il faut faire attention. Mon conseil, il est simple. D'abord, récemment, dans les magasins qui vendent du CBD, était vendue une molécule proche du CBD qui avait un effet proche, du du cannabis. Donc là, normalement, ça devrait plus exister, mais bon, voilà, Bah, ça c'était peut en huile du coup que je le prenais, hein, c'est toujours en ouais, huile sous la non, langue, mais mais oui, bien oui, sûr, c'est sûr, faut faire mais attention à ça où on ça achète, ce qu'on ça achète fait et cetera. partie ça peut faire partie des médications, mais Mmh. et puis le deuxième conseil est tout bête, hein, c'est que maintenant, on trouve aussi du CBD en pharmacie. Donc tant qu'à faire, si vous pouvez avoir votre médecin qui vous conseille sur le sujet ou votre Mmh. pharmacien, c'est quand même bien cool. Donc C'est sûr. le CBD, en effet, ça vous a relaxé? Oui, Ça a diminué un heu, petit peu de douleur ou ça fait quoi? relaxer, oui un petit peu, surtout que ça agit pas mal, sur certaines douleurs donc oui, je pense que ça m'a quand même fait du bien, même si c'est très, très dur de voir si quelque chose est vraiment efficace sur la longue parce que sur la durée, parce qu'on n'est pas toujours enfin, c'est difficile, je trouve, d'évaluer. Mmh. Après, étant donné que c'est digestif, je j'ai pris aussi des probiotiques pendant Mmh 3 mh. mois. Ça, c'est quelque chose à faire, pas que les personnes qui ont l'endométriose d'ailleurs. Pour Mmh. la flore, vaginale, intestinale, c'est très bien et pour revenir sur le CBD, elle existe aussi en crème gel pour appliquer Mmh. sur le ventre. Je trouve que ça fait du bien en massage. Donc voilà et puis après, bah, il y a la bouillotte, hein, la traditionnelle bouillotte qui fait du bien Et puis vous et utilisez aussi un système d'électrostimulateur. c'est ça. On va pas donner la marque simplement. OK. Heu, je sais pas si on a le droit ou pas sur les lives, j'en sais c'est dans les Oui, c'est podcasts, vrai. j'en sais Je sais strictement pas. rien, mais par C'est prudence, une on va pas le faire. ceinture c'est une ceinture qui se place, qui se colle, en fait, sur le Mmh. ventre et puis qui envoie des petites, oui, de l'électrostimulation, c'est ça. Ouais, ou pas que ce soit Heu, petite, hein, le il y a principe de l'électrostimulateur, différents c'est que ça fait passer un courant à la place du signal de la douleur. Le courant va plus vite, ça diminue, la douleur, ça permet de relâcher les tensions et dans ce que vous avez, il y a certainement les muscles qui se contractent, qui créent des spasmes. mmh, Et puis de toute façon, ça coupe la douleur et c'est un effet, analgésique, donc c'est un antidouleur plus ouais. plus vaste. C'est vraiment très, très bien. Mmh. Ça peut être remboursé si on est dans un centre antidouleur, et si on l'achète, c'est quand même vachement bien rentabilisé. Moi, j'ai fait une petite découverte pour le coup, vous trouvez facilement, la marque si vous cherchez, mais il y en a d'autres, mais en tout cas celle-là, celle que j'ai testée était très bien. Un TENS qui stimule le nerf trijumeau. Pour les gens qui ont des migraines ou des céphalées ou des névralgies d'Arnold et cetera. J'ai été étonné par la qualité de ce que ça donnait. Mais encore une fois, hein, bien sûr, pour tous ces conseils de santé, hein, parlez-en à votre médecin, c'est lui qui est le référent, c'est lui qui va vous guider et même si à la queue, allez dans les centres antidouleurs et vraiment vous découragez pas, quoi, parce qu'il y a plein de choses à faire. Mmh. Il y a des recherches très intéressantes pour pouvoir diagnostiquer l'endométriose actuellement. Par exemple, une enzyme qui pourrait, être le synonyme d'une présence d'endométriose. Enfin, il y a plein de choses. Un nouveau système de radiographie qui permettrait peut-être de le détecter plus facilement et il y a des traitements qui sont testés à la fois pour l'endométriose, mais aussi pour la fertilité. Donc un petit conseil en passant, si vous voulez un article très complet et très, très carré dessus,
n'hésitez pas à aller sur le site de l'INSERM. Il y a un très, très bon article sur l'endométriose. Je crois que vous participez à une association aussi? Oui, je suis pas sûre de dire le nom, je suis pas sûre de ne pouvoir dire le nom pareil, Ah non, ça vous mais en pouvez. tout cas C'est une mais association. Vous avez, même voilà, si, en tout si je me fais taper sur les doigts, vous avez ma bénédiction, triple bénédiction pour parler autant des associations que vous voulez. mais en tout cas, il existe des enfin, je pense que c'est très important de rappeler que vous n'êtes pas seul, que si vous n'avez pas été diagnostiqué tout de suite, ça peut arriver plus tard et que dans tous les cas, la douleur, elle existe, et même si vous avez tous les symptômes et que vous n'avez pas eu encore une IRM positive, enfin positive, je sais pas si c'est le mot est très adapté, Oui, mais c'est une IRM qui heu, annonce, une endométriose, voilà, ne perdez pas espoir, faites-vous quand même accompagner pour arrêter de souffrir, en fait, pour souffrir le moins possible. et puis n'hésitez pas à souffler l'idée à votre gynécologue, à votre C'est ça. médecin. Vous ne faites pas le boulot à sa place, hein, mais Mmh. vous pouvez lui rappeler parce que, on a tous tendance à être paresseux dans notre manière de penser. Donc, vous voyez, des psys qui vous disent que tout est dans votre tête, il y en a plein. Alors qu'évidemment, tout n'est pas dans la tête. Et puis même dire que tout est dans la tête, c'est stupide. C'est-à-dire que le cerveau est atteint, donc c'est aussi le corps. Mais bon, peu importe. Mais vous avez aussi des médecins qui, une fois qu'ils vous savent stressé ou un peu hypochondriaque, vont vous dire: «Ah non, non, mais ça, c'est lié au C'est ça. stress. Vous aviez un examen la semaine suivante. C'est à cause de ça. Bah, vous avez des examens toutes les semaines. C'est pas grave, c'est Mmh. quand même à cause de ça.» Donc, c'est bien de dire. Endo France, je dis le nom de l'association à votre place. Euh, En tout cas, dans votre livre, vous en dites le plus grand bien. Je ne connais pas, mais c'est Oui, important pour quasiment toutes les maladies, et même les maladies orphelines. Il y a des associations. On apprend oui, énormément de choses et on progresse vraiment ouais. plus vite dans sa maladie. À votre avis, maintenant, comment peut-on aider à propos de l'endométriose? Bah, je pense qu'on peut beaucoup se sentir seul, déjà si on n'est pas au courant de cette maladie, si on ne connaît pas l'existence de l'endométriose, on peut vraiment se demander ce qu'on a. On peut se sentir seul parce que des personnes ne vivent pas ça, parce que par exemple on va annuler un rendez-vous, on va annuler telle sortie, etc. Mais je pense qu'il faut bien s'accompagner, qu'il faut expliquer ce qu'on a, il faut pas avoir honte de ce qu'on a. Et puis aujourd'hui, bah, comme on le disait sur les réseaux, il y a quand même beaucoup de comptes qui soutiennent cette maladie. Donc rien que de voir des personnes qui sont touchées également, ça peut aider à se sentir moins seul et voilà, à être bien accompagné. Donc, mon conseil, ce serait vraiment bah, de bien s'accompagner, de discuter et d'être soutenu. Et puis de lire mon livre aussi parce que, Alors, parce que quand même, il faut ça que je aide. précise une chose, là, vous êtes community manager, donc Oui, cette adresse pour parler de ce que vous faites, ça vient aussi un peu de là. C'est très bien. De toute façon, savoir-faire et faire savoir, je trouve que c'est exactement ce qu'il faut faire. Dans le bouquin, vous parlez de deux sujets, moi, qui m'ont interpellé, dont vous parlez assez peu parce que le but, c'est de parler vraiment à fond de l'endométriose. Mais vous parlez aussi de votre anxiété. Alors, c'est à moi de faire de la pub pour mon livre, hein, à mon tour. Être Z, ça s'apprend, hein. 8 semaines de programme, 15 hypnoses, si vous avez 8,50 €. Donc, si vous avez envie de travailler sur le stress, on parle d'un autre sujet, n'hésitez pas. Euh, de quelle manière vous le vivez, votre stress, et de quelle manière il interfère avec votre maladie? alors je le vis pas très bien. Ouais. J'apprends à vivre avec. Après, au niveau de la maladie, c'est qu'en fait, comme je le disais un petit peu au début, quand on est stressé, on a tendance à avoir mal au ventre, on a tendance à vouloir refuser des choses, on a tendance à aller aux toilettes beaucoup, etc. Et je pense que du coup, ça peut jouer sur le fait je peux me demander est-ce que c'est vraiment l'endométriose qui me fait mal au ventre ou Mhm. est-ce que c'est la maladie qui me fait mal au ventre et le fait que tout ça, ça joue un petit peu, ça va ensemble. On peut refuser des sorties, on peut refuser des choses parce qu'on a peur d'avoir mal au ventre. Ça peut être un cercle vicieux et finalement, ça peut se transformer en anxiété. Et quand de base, on est déjà anxieuse, c'est un petit peu compliqué. Voilà, Bah, surtout que ça quand on peut, ça disait même. tout à l'heure, j'ai Pardon, les métophobies. Pardon, c'est que dans ça plus peut de se. ça, j'ai les Mhm. métophobies et du coup, tout ça. Alors, l'hémétophobie, c'est la peur de vomir. On va revenir sur ce sujet dans 2 secondes. Des problèmes qu'on peut avoir très facilement, malheureusement, quand on a de l'endométriose, c'est par exemple la laxophobie, des peurs
autour de la Mmh. diarrhée, de tout ce qui peut arriver. Donc, vous dites dans votre bouquin à un moment que dès que vous rentrez dans une pièce, vous regardez, enfin à l'école, vous faisiez attention toujours pour savoir où étaient les toilettes, vous vérifiez C'est ce genre ça. de choses. Bah, ça crée de l'angoisse anticipatrice. Vous, ça ne s'est pas transformé en phobie, ça ne vous empêche pas Non. de vivre, de sortir, de faire des choses, mais ça peut le faire. Ça peut créer des phobies sexuelles, malheureusement aussi, avoir peur des rapports amoureux. Et puis tout ce qui crée des phobies, en fait, renforce le stress. Et tout ce qui renforce le stress renforce la douleur. Donc il faut savoir une petite chose très simple, c'est que faire de la relaxation, ça marche toujours, quel que soit l'outil de relaxation. Si on en fait beaucoup, on a une baisse de la perception de la douleur qui est de l'ordre de 20 à 30. Donc, c'est déjà très utile de le faire en parallèle des autres stratégies antidouleurs. On parlait tout à l'heure des médicaments et aussi de l'électrostimulateur et de la divine bouillotte. Mais il y a en plus, on peut aller plus loin. Par exemple, avec l'hypnose, on peut... euh, les centres de la douleur voient leur action divisée par deux. Donc, j'ai une vidéo qui est très très peu vue sur ma chaîne iCoaching, qui est une vidéo en fait, simplement pour les règles douloureuses, pour la douleur des règles douloureuses, ça ne les enlève pas, et pour l'endométriose. Donc, c'est spécialement conçu pour travailler sur une sorte de dissociation de la douleur, et en parallèle des autres traitements, ça peut être très intéressant. Toujours viser une pluralité des approches, c'est ce qui marche le mieux pour la douleur. Donc le stress, ça joue là-dessus, puis le stress, ça contracte les muscles, ça crée Mmh. des inflammations, donc ça peut renforcer ou déclencher parfois des crises, ça peut renforcer, créer, débuter, participer à tout plein de maladies, et très certainement l'endométriose en fait partie. Euh, donc, vous me parlez aussi de l'hémétophobie, c'est la peur de vomir. Euh, Est-ce que vous voyez un lien avec votre endométriose? Est-ce que, je sais pas, votre endométriose vous donnait la nausée, par exemple, et ça peut créer cette peur? Ou est-ce que vous l'aviez avant? Enfin, comment ça s'est créé? Vous savez un peu? Alors j'ai toujours été hémétophobe pour le coup, j'ai toujours eu cette Mhm. phobie, mais le fait d'avoir des crises digestives, on pense à la digestion, on pense au fait de possiblement avoir des nausées et vomir, le fait oui, d'avoir mal au ventre, on pense forcément à ça. Et puis oui, après une crise, on est parfois fébrile, donc et puis il faut savoir que de toute façon, l'hémétophobie provoque des nausées Mhm. très Alors, souvent, donc de toute pas façon. toujours, Oui, oui, mais, pardon. En mais tout cas, dans mon comme cas. ça crée. Ouais, non, parce qu'il y a des hémétophobes qui peuvent être encore plus flippés en vous écoutant, c'est pas le but. Non, non, non. Bah, ça augmente les acidités d'estomac, ça remonte, ça crée un réflexe nauséeux, donc ça peut être associé à l'hémétophobie. Mais encore une fois, vous voyez, par exemple, dans un cas comme ça, vous voyez votre médecin et vérifiez si vous n'avez pas un problème gastro-entérologique et s'il n'y a pas des médicaments qui peuvent enlever votre nausée. Parce qu'évidemment, si on enlève la nausée, eh ben, on enlève toute une partie de la phobie. Donc, c'est vraiment Hmm. bien, ouais, d'avoir les... J'allais dire, il faut avoir les chakras ouverts et ne pas hésiter à aller voir des médecins. Oui, oui, Ce que je oui, veux dire c'est par sûr. là, c'est que Oui. toutes les approches qui vont aller vers un mieux-être sont bonnes à prendre. Même si on a eu des mauvaises expériences, hein, et Dieu sait que ça peut aussi arriver, les mauvaises expériences. Une chose aussi que j'ai trouvé hyper intéressante dans votre bouquin, c'est un moment où vous parliez... euh, alors je ne sais pas comment je vais le formuler, mais de l'importance du consentement dans tout ce qui est examen gynécologique, radiographie qui est liée à des parties intimes du corps. Est-ce que vous avez eu une... Ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, il y a 20 ans, par exemple, quand une femme accouchait, on lui demandait pas son avis, pardon pour ce que je vais dire, mais on farfouillait dedans. Et maintenant, dans la plupart des hôpitaux, on demande le consentement avant chaque acte. Et ça change tout. On se sent considéré, on n'est pas comme un bout de viande. Ça évite des violences qui parfois étaient involontaires de la part, enfin même le plus souvent involontaires de la part des médecins. Bref, l'idée de consentement, c'est Hmm. invité à l'hôpital et dans les centres de radiologie, etc. Et c'est vraiment une très, très, très bonne chose. Ça Hmm. change tout. Tout ce qui peut humaniser un patient et tout ce qui peut humaniser une patiente est vraiment bon à prendre. C'est valable pour les deux sexes.
Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu préservé lors de tous vos examens ou c'est un peu difficile? Oui, moi honnêtement, j'ai jamais eu de mauvaise expérience et Ouais, heureusement d'ailleurs, parce qu'on ne devrait pas en super, avoir. J'ai d'accord. toujours été suivie par enfin beaucoup, par plusieurs gynécologues, sages-femmes. J'ai toujours eu beaucoup de respect. Euh, on m'a toujours demandé avant de faire quoi que ce soit et je trouve ça très rassurant. Même quand j'ai fait des IRM, on prend en compte la peur, on prend en compte beaucoup de choses. Je trouve que c'est très respectueux. Enfin, en tout cas, moi, les endroits où je suis allée à Tours, tout s'est Mhm. très bien passé. Donc, je pense que c'est très bien aussi de se renseigner bah, là où on va, savoir aussi si... euh, Voir la réputation de exactement, l'hôpital, les c'est avis des ça. patients, Mm, et puis surtout demander de poser beaucoup de questions aux médecins ou aux oui, gens qui vont vous faire des examens. Parce que par exemple, dans un centre de radiologie, ça va être le plus souvent des techniciens qui vont le faire, c'est pas le radiologue. oui. Voilà, bah oui. Voilà, il faut avoir le mode d'emploi le plus précis possible. Et puis, évidemment, une pensée à ceux qui n'habitent pas près d'une grande ville comme Tours, où là, Oui, tout devient plus compliqué. Mais dans ce cas, franchement, n'hésitez pas à bouger, à aller oui, dans la plus grande ville, à trouver le centre spécialisé pour ceux qui habitent à Paris, à Lyon ou à Marseille. Vous avez toujours un hôpital qui est à la pointe de la technologie, à la oui. pointe de la connaissance. Donc, c'est vraiment important de savoir faire, pardon pour le terme que je vais utiliser, mais son shopping. Clémence Leblay dit les mots physiologiques se répercutent sur les mots psychologiques et inversement. C'est très vrai, hein, il y a une boucle. C'est-à-dire que le stress peut créer de la douleur et la douleur crée du stress. Et bien souvent, le stress peut augmenter, déclencher des symptômes. Et puis, sans même parler de ça, il y a une différence entre avoir mal et être dans la souffrance. Par exemple, là, vous me décriviez tout à l'heure le fait que vos crises ont heureusement duré 1 heure grâce aux médicaments. Donc, vous savez que ça va finir. Donc, c'est Oui, une douleur, c'est vraiment pas rigolo, c'est peu de le dire. Je le souhaite à personne, même si un Français sur 3 souffre de douleurs chroniques. Mais au moins, vous savez que ça a une fin. Donc, ça évite que ça se transforme en souffrance. La souffrance, c'est quand la douleur psychologique se rajoute à la douleur physiologique. C'est là que ça devient de la souffrance. Et vous pouvez avoir, et c'est très paradoxal, des douleurs extrêmes bien supportées et des douleurs infimes et permanentes chroniques extrêmement difficiles à vivre. Donc là aussi, pareil, on peut pas faire de raccourcis sur ce sujet. Euh, alors, je reviens un petit peu à ma chapelle, hein. On va parler un petit peu d'hypnose, sachant que la méditation est assez proche. Alors là, vous en parlez pas dans votre bouquin, vous parlez de la méditation. Pas beaucoup de l'hypnose, si je dis pas de bêtises. parce que j'ai surtout fait des séances d'hypnose pour mes crises d'angoisse, etc. Et je voulais quand même distinguer les deux. Mais oui, c'est pour ça. J'ai pas, en tout cas, mes séances d'hypnose n'étaient pas focalisées sur ma douleur. Et quel Du coup, résultat j'ai pas avez-vous voulu. eu dans ces séances d'hypnose? Vous l'avez fait chez un professionnel, c'est ça ou... Oui, Ouais. oui. Eh bien, je pense que je n'ai pas été assez rigoureuse dans mes séances. Mais C'est très possible. ouais, ouais, je pense que c'est ça. Après, dans tous les cas, après les séances, je me sentais bien, mais je pense qu'il aurait fallu que j'en fasse plus, honnêtement. Ouais, et ne serait-ce que si vous sentiez mieux, ça voulait dire que votre stress avait baissé. À partir de là, une régularité de pratique, ça baisse le C'est stress en ça. général. Et plus le stress baisse, plus les crises d'angoisse diminuent en fréquence, en durée, en intensité, jusqu'à disparaître. Mm. Donc, il n'y a pas de panacée, il n'y a pas de médicament universel, mais la relaxation est une excellente stratégie qui fait gagner beaucoup de points sur quasiment tout, la douleur, les phobies. Enfin, Ah ouais. c'est une très très belle chose. L'hypnose apporte de la relaxation, la méditation, la cohérence cardiaque, vous en parlez dans votre Ouais. bouquin, la respiration évidemment en général. Euh, mais alors, je voudrais apporter un petit distinguo entre hypnose et méditation. Ouais. Euh, dans l'hypnose, on essaie de faire en sorte que vous soyez allez, je vais parler familièrement, la plus à l'ouest possible. Plus vous êtes en transe, détendu ailleurs, mieux c'est. Et on ne s'embête pas. On fait tout ce qu'il faut pour que vous n'ayez aucun effort à fournir et que vous y parveniez comme ça,
pas d'un claquement de doigts parce qu'il faut un peu de temps, mais en tout cas sans aucun effort. Dans la méditation, on reste sur une sorte de frontière entre inconscience et conscience, et on essaie de rester en contact avec l'extérieur. Ce qui fait que ça a des effets un peu différents sur la douleur. L'hypnose va créer une sorte de dissociation, c'est comme si la douleur était à l'extérieur et qu'elle ne vous concernait plus, donc elle est directement plus efficace que la méditation. Mais la méditation va permettre d'accepter la douleur et de la laisser passer. Et ça aussi, c'est très intéressant. On peut travailler cet angle-là avec l'hypnose, mais c'est ce qu'on a avec la méditation. Simplement, en revanche, ça demande de la patience. C'est un peu casse-pied, et donc les patients douloureux, souvent, ils laissent tomber, alors que l'hypnose, on a ce résultat immédiat qui est très, très chouette. Les deux approches sont très intéressantes. Je ne distribue pas les points. On a simplement une qui est plus pragmatique que l'autre. Je vous remercie vraiment sincèrement, Angèle, d'avoir partagé avec nous autant de choses. Merci à vous. Je dirais que la plus grande des dignités, paradoxe à part, c'est de vraiment dévoiler son intimité et de parler de soi sans phare. Vous le faites donc dans votre livre L'endométriose dans mon intimité. Vous le faites aussi sur votre compte Insta et sur votre compte TikTok. Donc si aussi on a envie de se dire que vous n'êtes pas qu'une endo girl, hein, et qu'il y a plein de facettes et qu'on a envie de les découvrir, n'hésitez pas à aller sur ces comptes. Je conseille ce livre vraiment aux jeunes filles, parce que ça parle, et aux jeunes femmes parce que ça parle avec la manière de parler d'une jeune femme, avec les problématiques d'une jeune femme. Je le conseille aussi à toutes les femmes qui ont peut-être de l'endométriose parce que c'est une très belle expérience de vie, mais je sais qu'en tout cas, pour les jeunes femmes, ça va les toucher énormément. J'ai appris énormément de choses dans ce livre, et surtout ce que j'ai appris de plus beau, c'est le vécu de l'endométriose. Parce qu'un diagnostic, la description d'une maladie, ça ne dit rien du vécu d'un patient, et aussi parce que, vous voyez, même si je ne suis pas médecin et que je me consacre à la thérapie, à l'hypnothérapie, j'ai des patientes qui viennent, qui ont souffert à cause de l'endométriose ou qui ne sont pas encore diagnostiquées, à qui on n'a pas encore apporté de solution pour des règles douloureuses, pour des rapports amoureux douloureux, pour des peurs qui se sont développées. Et c'est en faisant de la sensibilisation, en partageant ça. Donc vous êtes community manager et moi je vais faire un boulot de community manager à l'instant. Je veux dire, voilà, si vous avez aimé tout ce que Angèle nous a dit, n'hésitez pas à partager ce podcast / vidéo. Et puis si on a encore des questions à vous poser, est-ce que vous pouvez nous donner votre Instagram et votre TikTok pour qu'on puisse Oui, alors vous pouvez me suivre sur Instagram au nom de Angèle au naturel avec un petit tiret en bas entre chaque mot, donc Angèle au naturel. C'est ça. Et sur TikTok, Angèle Ingremot. Voilà, je fais des petites vidéos sur ma vie, puis sur l'endométriose. Et puis mon livre du coup est disponible partout, sur Amazon, sur la Fnac, Cultura, et vous pouvez également le commander sur BOD. Voilà, le site de mon auto-édition. Voilà, vous l'aurez plus rapidement. C'est super. Je vous souhaite une belle progression dans votre parcours face à l'endométriose, beaucoup de succès dans votre sensibilisation, et puis bien une meilleure maîtrise de votre corps et de votre douleur. Et ça, vous verrez avec la pratique de l'hypnose, de la relaxation, et aussi tous les outils qui vous ont été donnés, ça vous allez y arriver. Encore un immense merci, Angèle. Des témoignages comme les vôtres, ça fait vraiment avancer, donc c'est très très précieux. Merci beaucoup Benjamin, et merci à tous.